Une infirmière s'est fait virer après s'être agenouillée et avoir prié pour un patient à l'hôpital. Mais ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Une infirmière s'est agenouillée à côté d'un patient dont on ne connaît pas le nom et a prié. Le lendemain, elle s'est fait virer. Mais le vrai miracle a commencé juste là. Tu vas bientôt entendre les premiers mots prononcés par ce patient à son réveil. Et pour découvrir la confession qui a tout changé, reste avec nous jusqu'à la fin. Lucie a poussé lentement la porte de l'hôpital, comme si elle portait le poids du monde entier sur ses épaules. La lumière froide du couloir ne correspondait pas à l'obscurité qu'elle ressentait à l'intérieur. Cela faisait exactement 1 an qu'elle avait perdu son fils Matteo, âgé de 22 ans, une moto, la pluie, un carrefour et un silence qui ne s'était jamais dissipé. Chaque pas vers la salle de soins lui semblait plus lourd que le précédent. Le bruit de ses chaussures résonnait bruyamment sur le sol propre, mais dans sa tête, tout ce qu'elle entendait, c'était le dernier rire de Matteo 1 semaine avant son départ. Il lui avait rendu visite à l'hôpital. Il lui avait apporté du café, comme d'habitude. Il s'était assis sur le même banc que d'habitude et lui avait dit en riant « Maman, tu prends soin de tout le monde, mais qui prend soin de toi ?» Lucie ouvrit lentement le casier, où l'uniforme était suspendu comme d'habitude, l'odeur de la fanfare se mêlant à celle de l'alcool de l'hôpital. À l'intérieur, au fond du casier, se trouvait une petite photo plastifiée. Matteo, encore enfant, souriant avec 2 dents manquantes, la même qu'elle emportait avec elle à chaque garde. Elle passa lentement ses doigts sur l'image, comme si elle touchait vraiment son petit visage. « Encore un jour, mon amour », murmura-t-elle. Elle s'assit sur le banc en bois et mit soigneusement sa casquette blanche comme si ça faisait partie d'un rituel. L'horloge indiquait 6h47, exactement l'heure à laquelle le téléphone avait sonné 1 an auparavant, lui annonçant la pire nouvelle de sa vie. Le monde avait continué à tourner. Ses collègues de l'hôpital riaient déjà, plaisantèrent, vivaient d'autres étapes de leur vie. Mais Lucie était restée figée dans le temps. Elle entendait encore ses pas courir dans le couloir. Elle prit une profonde inspiration, se leva, ferma le casier, mais laissa la photo bien en vue. Elle fit le signe de croix avec sa main droite et partit. Le couloir était déjà bondé. Des médecins marchaient rapidement, des infirmières discutaient des patients, des machines faisaient du bruit. Tout était normal, tout était pareil, mais à l'intérieur d'elle, tout était vide. Sur le mur, près de la salle des urgences, il y avait une nouvelle affiche. Semaine de l'humanisation des soins. Lucie s'arrêta un instant. Elle sourit un peu. Ironie ou avertissement. Elle mit son masque, ajusta son badge sur sa poitrine et se dirigea vers la salle d'observation. Elle savait que la journée serait longue, comme toutes les autres, mais aujourd'hui, elle voulait juste passer la journée sans s'effondrer, car peu importe le temps qui passe, la douleur de perdre un enfant ne disparaît jamais. Elle reste toujours présente dans votre poitrine, attendant silencieusement le moment de ressortir. La radio de l'hôpital retentit bruyamment dans le couloir, et la voix nerveuse d'une infirmière technicienne rompit le silence. Urgence, code rouge, accident grave, délit de fuite. Lucie avait à peine fini d'attacher sa blouse. Son cœur bondit, elle ferma les yeux 1 seconde comme pour demander le calme et courut dans le couloir. Les lumières vives, le bruit des instruments, les pas précipités, tout allait plus vite. La civière a été poussée par 2 ambulanciers transportant un homme inconscient au visage meurtri et à la chemise déchirée. L'un des ambulanciers a parlé rapidement tout en vérifiant le moniteur. Un homme d'environ 35 ans a été renversé par une voiture alors qu'il essayait de tirer un enfant hors de la rue. L'enfant va bien, on ne sait rien de lui. Il n'a ni papier ni pièce d'identité. Lucie s'est approchée et a regardé directement le visage de l'homme. Le temps s'est arrêté. Elle a eu l'impression que le sol s'était ouvert sous ses pieds pendant un instant. Les cheveux foncés, la forme du visage. Pendant 1 seconde, l'image de Matteo est apparue dans son esprit. Elle a dégluti avec difficulté, mais a continué. Elle ne pouvait pas s'arrêter. « Stabilisons-le maintenant !» a-t-elle crié. « Tension artérielle, pouls, oxygène. Allez, l'équipe !» Les autres infirmières se précipitèrent. Gants, perfusion, moniteur, masque. L'homme ne réagissait pas. Sa respiration était faible. Son front était glacé. Lucie attrapa son poignet à 2 mains, les doigts glacés. Elle sentait à peine son pouls, mais il était là, faible. « Mais il est là !» murmura-t-elle doucement, la bouche près de son oreille. « Ne pars pas maintenant, tu m'entends ? Tu as fait quelque chose de bien. Tu as sauvé un enfant. Maintenant, quelqu'un doit aussi prendre soin de toi. » Pendant que le médecin l'examinait, Lucie ajusta le drap sous le patient. Elle retira le verre collé à ses vêtements. Sa blouse était déjà tachée de rouge, mais elle ne s'en rendait même pas compte.
Elle voulait juste que cet homme tienne bon. « Où est sa famille ?» demanda le technicien à côté d'elle. Lucie secoua la tête. « Je ne sais pas, mais pour l'instant, il nous a nous. » Les minutes passaient lentement. Ils emmenèrent l'homme au lit 12 de la salle d'observation. Lucie est restée à ses côtés, surveillant le moniteur, vérifiant ses signes vitaux, changeant sa perfusion, mais surtout, elle le regardait comme on regarde quelqu'un qui doit revenir, qui doit se rappeler qu'il y a encore de la vie. Car même si elle ne savait pas qui il était, elle ressentait quelque chose, un besoin intense de ne pas laisser partir cet inconnu, comme si c'était une occasion d'empêcher une autre mère de ressentir la même douleur qu'elle avait ressentie, ne serait-ce qu'un instant. Lucie est entrée dans la salle d'observation, le dossier à la main. La lumière du matin filait à travers les grandes fenêtres, rendant tout plus clair qu'elle ne l'aurait voulu. Il était encore tôt, mais cette pièce portait déjà le poids de toute la nuit. Le patient du lit 12 était là, intubé, le teint pâle, le visage bandé, une poche de perfusion suspendue à côté de lui. Elle s'approcha lentement, comme si elle entrait dans un lieu où le temps s'était arrêté. Lorsqu'elle fut près de lui, elle regarda de plus près. Elle s'arrêta, son corps se figea. Il fallut une seconde à ses yeux pour comprendre ce qu'il voyait, mais ensuite, le souvenir lui revint. Le visage blessé, oui, les points de suture sur le front, mais c'était la forme de la mâchoire, le type de cheveux, la couleur de la peau, la forme des lèvres, une ressemblance effrayante. Pendant un instant, son cœur a oublié où il était. Elle a fait un pas en arrière. Matteo a murmuré doucement, sans le vouloir. Mais ce n'était pas lui, ça ne pouvait pas être lui. Elle le savait, mais son corps tremblait quand même. Ses mains, qui étaient toujours fermes, se mirent à trembler. Elle faillit laisser tomber le dossier. L'air semblait plus lourd. Les bruits autour d'elle devinrent lointains, comme si le monde s'était tu pendant une seconde. Elle s'assit sur la chaise à côté du lit et se couvrit le visage de ses mains. Elle voulait prendre une grande inspiration, mais elle sentait l'air coincé dans sa gorge. Des larmes commencèrent à couler, mais elle les retint. Elle cligna rapidement des yeux et respira profondément. Elle devait se calmer. Elle devait s'occuper de lui. Elle tendit la main et toucha son bras très doucement. Sa peau était froide, son pouls faible, mais présent. Ses yeux étaient fermés, mais il y avait une paix dans ce visage endormi. Une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Tu n'es pas lui, je le sais », dit-elle à voix basse, presque dans un murmure. « Mais tu lui ressembles tellement, tellement, qu'elle baissa la tête, les yeux fixés sur les mains de l'homme. « Si seulement tu pouvais m'entendre, si seulement tu savais combien de nuits j'ai passé à demander une seule chance de plus de tenir mon fils dans mes bras, de lui tenir la main. » Le silence fut sa réponse. Lucie ferma les yeux un instant, essayant de chasser ce sentiment, mais elle n'y parvint pas. Ce n'était pas seulement à cause de lui, c'était à cause de tout ce qu'elle portait en elle, à cause de la douleur qu'elle ne savait où mettre, à cause de la tristesse qui restait coincée dans sa poitrine, à cause de la culpabilité qui, même si elle n'avait aucun sens, ne disparaissait jamais. Elle se leva lentement, redressa la couverture du garçon, lissa soigneusement ses cheveux, fit tout ce qu'elle avait l'habitude de faire avec Matteo quand il était malade. Ce geste était naturel, instinctif, l'amour d'une mère qui ne cessait jamais d'exister, même si elle n'avait plus personne à qui le donner. « Tu vas t'en sortir, tu m'entends ?» dit-elle doucement. « Je suis là. » Elle savait que son service serait long, mais à ce moment-là, quelque chose changea. Il n'était plus seulement un patient parmi d'autres, ce n'était plus seulement un matin comme les autres. C'était comme si Dieu avait amené un étranger au visage familier pour lui dire « Il y a encore de l'amour en toi, et tu peux encore le donner. » La pièce était silencieuse. On n'entendait que le bruit du moniteur qui marquait le rythme de son cœur et le doux murmure de la perfusion qui coulait dans le tube. Le lit 12 avait toujours été l'un des plus oubliés. Il se trouvait dans un coin de la salle d'observation, loin de la porte et des allées et venues, loin du bruit. Mais pour elle, à ce moment-là, c'était l'endroit le plus important de tout l'hôpital. Elle s'est adressée au superviseur, la voix encore brisée, mais le regard déterminé. « Je veux rester avec lui, ce patient. Je peux m'occuper de lui. » L'autre infirmière, qui connaissait déjà la douleur que Lucie portait en elle, n'a posé aucune question. Elle a juste hoché la tête. « Bien sûr, Lucie, le service est à toi. » Elle retourna au lit 12 avec une décision dans son cœur. C'était comme si elle s'occupait d'un membre de sa famille, comme si c'était son propre enfant qui était allongé là. Elle baissa la couverture jusqu'à sa taille et, avec toute l'attention du monde, ajusta sa chemise d'hôpital, qui était de travers. Elle vérifia sa perfusion, changea le sparadrap et regarda s'il avait des blessures qu'il n'avait pas vues. Ce n'était pas seulement son boulot, c'était plus que ça. Elle s'assit sur la chaise à côté de lui et lui prit la main. C'était une grande main
avec des callosités, des doigts forts, mais désormais sans force. « Je ne sais pas qui tu es, ni d'où tu viens, mais tu ne seras pas seul ici. Tu m'entends? Personne ne va te laisser seul, dit-elle d'une voix ferme mais tremblante, et elle lui serra la main comme si elle voulait lui transmettre la vie. Comme si, par ce geste, elle lui disait qu'il y avait quelqu'un qui se souciait de lui, que s'il revenait, quelqu'un l'attendrait. De temps en temps, elle se levait, réglait le moniteur, vérifiait son rythme cardiaque, prenait des notes dans son dossier, mais elle revenait toujours s'asseoir sur sa chaise. Elle revenait toujours pour lui tenir la main. À un moment donné, alors qu'elle regardait son visage, elle fut surprise de se surprendre à sourire. C'était étrange de sourire au milieu de tant de douleur, mais il y avait quelque chose dans ce silence qui apportait la paix, quelque chose dans cette pièce qui lui rappelait l'amour qu'il avait perdu, et qu'il pouvait encore donner d'une manière ou d'une autre. Un technicien est entré dans la pièce, et voyant Lucie s'y concentrer, a commenté à voix basse « Il a de la chance de t'avoir ». Lucie a répondu sans se retourner, les yeux toujours fixés sur le garçon. On a de la chance quand on peut prendre soin de quelqu'un, et elle est restée là sans se presser. Elle parlait lentement, à voix basse, presque comme si elle racontait un secret. Parfois, elle commençait par des choses simples comme « Il fait chaud aujourd'hui, n'est-ce pas ?» ou « Tu devrais voir comme le ciel est beau dehors ». Mais rapidement, la conversation prenait un autre ton, une autre profondeur. « J'avais un fils, tu sais », disait-elle en regardant le plafond, comme s'il était plus facile de voir la surface blanche que de se souvenir du visage de Matteo. Un beau garçon, il s'appelait Matteo, mon trésor. Elle soupirait, remettait ses draps en place, ajustait la couverture. Il était très maladroit, renversait toujours les verres. Chaque semaine, je devais en acheter un nouveau. Mais même comme ça, il me manquait quand il n'était pas à la maison. Même le bruit me manquait. Maintenant, c'est le silence qui brise tout à l'intérieur. Et elle le regardait. Elle cherchait un signe, un mouvement de ses doigts, un clignement des yeux, n'importe quoi. Mais son visage restait calme, immobile. Seule sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement. « Tu me rappelles tellement, Matteo. Parfois, il est difficile de ne pas penser que c'est Dieu qui t'a envoyé. » Les jours passaient et, à chaque changement d'équipe, elle revenait au même endroit. Et parfois, sa voix se brisait, elle s'arrêtait. Elle restait silencieuse pendant un moment, mais elle ne partait pas. Elle restait là, la main posée sur la sienne, un contact doux, sans force, mais plein de présence. « Je ne connais pas ton nom, mais pour moi, tu fais déjà partie de la famille. » Un jour, elle apporta un petit chapelet, l'enroula autour de la tête de lit et le laissa suspendu là. « Ce n'est pas pour te forcer à faire quoi que ce soit, c'est juste pour te rappeler que quelqu'un prie pour toi, même si tu ne le sais pas. » Au fil du temps, ce qui n'était qu'une attention s'est transformé en affection. Ce qui était de l'affection s'est transformé en un lien. Elle connaissait le son de sa respiration. Elle savait quand son rythme cardiaque changeait. Elle remarquait quand sa peau se réchauffait ou quand son visage pâlissait. « Tu m'écoutes, n'est-ce pas ?» demandait-elle d'une voix douce. « J'ai l'impression que oui. » C'était une conversation d'âme à âme, entre une femme brisée et un homme en morceaux. Et là, dans cette chambre silencieuse, loin de tout le monde, un véritable lien se nouait. Les mots n'étaient pas nécessaires. Sa présence suffisait, le silence suffisait, le doux contact de sa main suffisait. 3 jours entiers passèrent et il était toujours allongé dans le lit 12, sans ouvrir les yeux, sans dire un seul mot, sans gémir, sans bouger. Lucie regarda le panneau sur le mur où devaient figurer les informations sur le patient, son nom, son âge, les coordonnées de sa famille, mais il n'y avait que « patient 9 ». Comme s'il n'était qu'un numéro parmi d'autres, comme s'il n'était pas quelqu'un avec une histoire, un passé, quelqu'un qui l'attendait quelque part. Elle sentait que quelqu'un devait le chercher. Une mère, un père, un enfant, peut-être un ami, quelqu'un quelque part dans le monde. Leur cœur devait souffrir, ne sachant pas où il était. Et cela lui faisait mal d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer, car elle savait ce que c'était que d'attendre un appel qui ne venait jamais. Elle savait ce que c'était que de s'asseoir chaque soir sur le bord du lit en attendant des nouvelles. Quelqu'un passa délicatement ses doigts sur son front pour essuyer la sueur. Puis, il prit le stéthoscope et écouta son cœur, qui battait lentement mais fort. Il était encore en vie, et tant qu'il serait en vie, elle n'abandonnerait pas. 3 jours. « Et personne n'est venu te chercher, dit-elle d'une voix basse, presque comme une complainte. Ce n'est pas normal. Tu es manifestement quelqu'un de bien. Il est impossible que tu n'aies personne. Un voisin, un collègue, n'importe qui. » Elle regarda à nouveau son visage, essayant d'imaginer à quoi il ressemblait quand il souriait. Peut-être avait-il des fossettes, peut-être riait-il fort, ou racontait-il des blagues idiotes, qui sait.
Mais pour l'instant, il était juste silencieux. Et Lucie ne pouvait pas accepter qu'il soit juste cela. Elle commença à poser des questions pendant son service. Elle parla aux gardes, à la réceptionniste, à l'équipe d'ambulanciers qui l'avait amené. Personne ne savait rien. Il n'avait pas de téléphone portable dans sa poche, pas de papier d'identité, pas de portefeuille, juste son corps meurtri. Et cette histoire selon laquelle il avait sauvé une petite fille qui allait se faire renverser. Elle marcha dans le couloir de l'hôpital, fatiguée, les yeux enfoncés, mais elle retourna dans la chambre. Elle a attrapé un vieux cahier et a écrit en haut de la page « Lit 12, patient NDG ». Et là, elle a commencé à noter tout ce qu'il mangeait par le tube, comment il réagissait à la musique, quand il bougeait les doigts, la couleur de son visage. Elle voulait tout noter, parce que même si personne d'autre ne savait qui il était, elle savait qu'il était quelqu'un. Cette nuit-là, elle apporta une bougie de prière et l'alluma près du lit, près de la fenêtre. Tant que personne ne viendra, je resterai ici jusqu'à ce que tu te souviennes d'où tu viens ou jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne qu'il t'aime. Elle se rassit sur la chaise, croisa les bras et appuya sa tête contre le mur, les yeux remplis de larmes, mais déterminée. Elle n'allait pas partir. Les premières heures du matin passèrent lentement, comme un vieil homme marchant à petits pas. La faible lumière du couloir filtrait à peine à travers la fente de la porte. L'hôpital dormait dans le silence, seulement interrompu par les bruits des moniteurs et la climatisation qui soufflait une brise froide constante. Lucie était de nouveau là, assise à côté du lit 12. Elle avait mal au dos, les yeux lourds, mais elle ne partirait pas. Certains disaient que c'était inutile, qu'il était inconscient, qu'il ne reviendrait peut-être pas. Mais Lucie ne le pensait pas. Elle croyait qu'il pouvait l'entendre d'une manière ou d'une autre, et donc, aux petites heures du matin, comme les 2 nuits précédentes, elle lui parlait. « Écoute, si tu m'entends, je sais que c'est dur là-dedans, mais n'abandonne pas. Oui, il y a quelqu'un ici avec toi. » Elle baissa la tête un instant et ferma les yeux. La fatigue la rattrapait. Soudain, un petit mouvement fit battre son cœur à toute vitesse. Elle ouvrit les yeux et regarda sa main. Ses doigts bougeaient lentement. Un léger tremblement, presque imperceptible, mais réel. Elle bondit, trébuchant presque sur ses propres pieds. Elle s'approcha, les yeux grands ouverts. Son cœur battait à toute vitesse, comme si son propre corps réagissait. « Tu as bougé ta main ?» dit-elle, la voix brisée, la poitrine serrée par l'émotion. Elle a tenu sa main entre les siennes comme si c'était le plus grand trésor au monde. « Tu es là, n'est-ce pas? Tu m'entends? C'est moi, Lucie. Je suis là depuis le premier jour. Tu n'es pas seule. » Puis une larme a coulé du coin de son œil. Une seule, lente, silencieuse. Mais pour elle, c'était comme s'il avait crié. Lucie porta sa main à sa bouche, essayant de retenir ses larmes. Cette larme signifiait tout. C'était une réponse, c'était la vie qui disait « Je suis toujours là ». C'est alors qu'elle serra sa main plus fort, se pencha en avant et dit d'une voix tremblante « Vas-y doucement, tu n'as pas besoin de te précipiter. Continue juste à te battre, parce que je serai là pour veiller sur toi, te soutenir, prier jusqu'à ce que tu reviennes vraiment. » Elle resta là longtemps, sentant sa main chaude dans la sienne, comme si c'était le lien le plus important au monde. Le lendemain, Lucie dormit peu, comme d'habitude, mais se réveilla avec le cœur battant, une sensation qu'elle ne pouvait expliquer. Elle monta dans le bus en silence, le chapelet roulé dans sa main et les yeux fixés sur la fenêtre, mais l'esprit lointain. Lorsqu'elle entra dans la salle d'observation, sa chambre était la même. Elle tira une chaise et s'assit à côté du lit, comme elle le faisait tous les jours. Elle le regarda avec tendresse. Ses doigts étaient plus fermes maintenant, toujours immobiles, mais pas aussi froids qu'avant. Lucie a fouillé dans la poche de sa blouse et a sorti son téléphone portable. Elle a regardé l'écran pendant quelques secondes, puis a ouvert la galerie musicale et s'est arrêtée sur cette chanson, la préférée de Matteo. Elle a posé le téléphone à côté du lit, tout près de l'oreiller, et a appuyé sur « Play ». La mélodie a rempli la pièce, douce, familière, pleine de nostalgie. C'était comme si, à ce moment-là, le passé était un peu revenu. Comme si Matteo était à nouveau là, assis sur le canapé, tapant du genou en rythme, chantant doucement. Lucie ferma les yeux un instant et prit une profonde inspiration. Le son de la musique rompit le silence comme une étreinte chaleureuse. Puis elle regarda le moniteur. Son rythme cardiaque s'était stabilisé. Son cœur, qui battait lentement et de manière irrégulière, suivait maintenant un rythme régulier, fort et vif. Lucie ouvrit les yeux, surprise. Elle regarda son visage. Son expression n'avait pas changé, mais quelque chose en elle lui disait qu'il avait entendu. Il a écouté. « Tu l'as entendu, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Cette chanson est spéciale pour moi.
C'était celle de mon enfant, et maintenant c'est aussi la tienne. » Elle porta sa main à son visage, couvrant sa bouche pour essayer de retenir ses émotions. C'était un geste simple, mais il enfreignait toutes les règles de l'hôpital. Pas de bruit, pas de téléphone portable, pas d'interférence. Mais elle s'en fichait, car à ce moment-là, elle n'était pas seulement une infirmière, elle était une mère, elle était une femme, elle était quelqu'un qui essayait de donner la vie à une autre personne. Elle resta là, à écouter avec lui, chantant doucement, presque comme une prière. Si ça permet à ton cœur de se rappeler à quel point c'est beau d'être ici, alors je jouerai cette chanson 1000 fois. Tu m'as entendu ? Et elle savait que dans cette chambre, à ce moment-là, quelque chose les reliait tous les deux. Quelque chose qu'aucun médicament ne pouvait apporter, quelque chose que seul l'amour pouvait faire. Ce serait la fin d'une autre longue garde. Mais Lucie ne voulait pas partir, elle ne pouvait pas. Ce lit, cette chambre, c'était comme s'il l'appelait, comme s'il faisait déjà partie d'elle. Elle se leva lentement de la chaise, tenant toujours sa main dans la sienne, et d'un geste lent, presque timide, elle s'agenouilla là, à côté du lit. Ses genoux touchèrent le sol froid, son corps fatigué se pencha en avant, et le front baissé, elle se mit à prier. « Dieu, murmura-t-elle, tu me connais. Sais-tu à quel point j'ai essayé de continuer ? Sais-tu le vide qui est resté en moi depuis que Matteo est parti ?» Sa voix se brisa, mais elle ne s'arrêta pas. C'était comme si chaque mot sortait avec le poids d'un souvenir. « Je sais que tout a son temps, que nous n'avons aucun contrôle sur quoi que ce soit, mais je t'en supplie, mère et père, ne l'emporte pas aussi. Non, ce n'est encore qu'un enfant, il a toute la vie devant lui. Il doit y avoir des gens qui l'attendent, quelqu'un qui l'aime, une mère peut-être comme moi, qui doit avoir le cœur brisé sans même savoir où il est. » Elle serra sa main plus fort. Une larme tomba sur le drap blanc, puis une autre, et encore une autre. Il a sauvé un enfant. Mon Dieu, il s'est jeté devant une voiture. Les gens qui font ça sont des gens bien, des gens au grand cœur, tout comme mon fils, tout comme Matteo. C'est pour ça que je suis ici, parce que même si je ne connais pas son nom, je l'aime déjà comme s'il était mon propre fils. Le silence répondit, mais pas un silence vide. C'était un silence plein de présence, un silence qui semblait écouter. Elle a continué d'une voix tremblante, comme si elle s'adressait au ciel, en le regardant dans les yeux. « Si telle est ta volonté, prends soin de lui, guéris-le. Et si ce n'est pas le cas, s'il doit partir, alors reste avec lui. S'il te plaît, ne le laisse pas partir seul. » Lucie est restée là un peu plus longtemps, les mains toujours jointes aux siennes, les larmes coulant sur son visage fatigué, le cœur serré mais résigné. C'était une prière qui enfreignait le protocole, qui ignorait les règles de l'hôpital, qui se moquait de ce que les autres pouvaient penser. Car à ce moment-là, elle n'était qu'une femme demandant sincèrement une vie qu'elle ne connaissait même pas, mais qu'elle portait déjà dans son cœur. Et là, agenouillée sur le sol froid, le visage levé, Lucie s'abandonna comme jamais auparavant, et toute la pièce sembla se remplir de quelque chose de sacré, comme si le ciel, bien que silencieux, écoutait. Elle ne remarqua pas combien de temps passa ainsi. Son corps était déjà endolori, ses genoux marqués par le sol dur, mais elle ne le sentait pas. Elle ne sentait que la chaleur de cette main, le son de sa respiration et son propre cœur battant lentement, comme s'il voulait accompagner le sien. Ce que Lucie ignorait, c'est qu'à l'extérieur, le couloir de la salle d'observation commençait à s'agiter. C'était l'heure de la relève, les infirmières marchaient, les médecins arrivaient, les visiteurs entraient avec leur badge autour du cou. Et là, dans cette vitrine où l'on pouvait voir tous les lits, tous les patients, Lucie était agenouillée, le corps penché, le visage ému, les lèvres encore remuant dans la prière. La scène était puissante, émouvante, mais pour certains, elle était déplacée. 2 médecins passèrent et se regardèrent. Une aide-soignante marmonna quelque chose. L'un des visiteurs s'arrêta un instant et la regarda avec un visage sérieux. Puis, avec la froideur de quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'est l'amour silencieux, quelqu'un dit « Ce n'est pas une église ». À l'intérieur de la salle, Lucie ouvrit lentement les yeux. Elle sentit un changement dans l'air, un frisson, un malaise. Toujours en tenant la main du patient, elle a levé le visage et a vu à travers la vitre des regards dirigés vers elle, certains curieux, d'autres critiques. Elle s'est levée lentement. Ses genoux lui faisaient mal, ses mains serraient toujours celles du patient comme si elle ne voulait pas le lâcher. Son cœur battait vite, non pas par peur, mais par tristesse, parce qu'elle savait que même dans le geste le plus pur, quelqu'un allait toujours voir une erreur. « Pardonne-moi », murmura-t-elle au garçon allongé, lâchant lentement sa main. Le monde ne comprend pas quand on veut simplement aimer.
Elle prit son téléphone portable, éteignit la musique et borda son drap avec un immense soin, comme quelqu'un qui emballe soigneusement un cadeau. Le bruit de la porte qui s'ouvrait brusquement fit sursauter Lucie. Elle était toujours là, arrangeant calmement le drap, essayant de cacher l'émotion qui s'échappait encore de ses yeux. Mais ce bruit brusque et sec rompit le silence de la pièce comme une gifle. Lorsqu'elle se retourna, elle vit le nouveau coordinateur clinique debout dans l'embrasure de la porte. Grand, costume impeccable, expression sérieuse. Le nom sur son badge indiquait Dr Ethan Rios. Il entra d'un pas décidé, sans la quitter des yeux. « Ce n'est pas une chapelle, Madame Marquez », dit-il d'un ton sec, avec son accent espagnol prononcé, mais sans élever la voix. C'était une phrase froide et calculée, plus dure que s'il avait crié. Lucie s'arrêta. Elle resta sans voix pendant un instant. Elle ne savait pas si elle devait répondre, s'excuser, s'expliquer, mais quelque chose en elle l'empêchait de baisser la tête. Elle le regarda, le visage encore rouge, et dit lentement « Je voulais juste qu'il sache qu'il n'est pas seul. » Le médecin renifla, passa la main sur les papiers de son bloc-notes et regarda le patient inconscient. « C'est un hôpital, vous le savez mieux que quiconque. On ne peut pas mélanger les émotions et les procédures. Vous êtes au travail, pas chez vous. » Lucie déglutit, serra les poings, eut envie de crier. Elle voulait dire qu'il ne s'agissait pas de religion ou d'enfreindre des règles. Il s'agissait d'amour, de ne pas laisser quelqu'un mourir en silence. Mais elle savait. Elle savait que dans cet endroit, tout devait paraître technique, propre, contrôlé. Mais ce qu'elle ressentait ne cadrait avec aucun protocole. « Docteur », essaya-t-elle de dire, « il n'a personne, pas de famille, pas de nom. » Et moi, sa voix trembla un instant. Je me suis juste dit que si c'était mon fils qui était là, je voudrais que quelqu'un soit avec lui tienne la main, prie, même à voix basse. Le docteur Ethan la regarda avec une expression mêlant impatience et malaise. Il ne savait pas comment gérer ça. Trop d'émotions. Et dans cet hôpital, les sentiments étaient considérés comme quelque chose de déplacé. Ce n'est pas dans le manuel. Infirmière, vous avez de l'expérience, vous savez qu'on ne peut pas agir ainsi. Lucie baissa les yeux, prit une profonde inspiration, mais à l'intérieur, une douleur silencieuse se répandit, car pour elle, cet hôpital avait peut-être perdu son cœur, mais elle avait toujours le sien, et tant qu'il continuerait de battre, elle ne laisserait personne être traité comme un numéro, même si cela lui coûtait tout. La nouvelle arriva rapidement, dure comme un coup inattendu. Au début de la garde du lendemain, alors que Lucie rassemblait les papiers du dossier et se préparait pour une nouvelle nuit au lit 12, elle fut appelée dans la salle de coordination. L'assistante administrative ne la regarda même pas dans les yeux lorsqu'elle lui tendit le document. Lucie le lut lentement. Chaque mot lui semblait plus lourd que le précédent. En raison d'un comportement inapproprié, d'un manque de respect des règles de l'environnement clinique et d'une expression religieuse dans un espace hospitalier public, nous annonçons la suspension temporaire de l'infirmière Lucie Marquez. Elle cligna plusieurs fois des yeux. Elle crut avoir mal lu, mais ce n'était pas le cas. Son nom était là, la signature du docteur Ethan au bas du document, et elle n'avait pas la possibilité de dire un seul mot. Elle a essayé de parler, d'expliquer, de montrer qu'il ne s'agissait pas de religion, mais d'empathie, d'amour, mais personne ne voulait l'écouter. « Madame Lucie, Monsieur Ethan vous demande de simplement signer ici », a dit l'assistante à voix basse, presque en s'excusant. Lucie tenait le papier comme s'il était brûlant, comme s'il était en fer. Elle regarda la femme en face d'elle et murmura « J'essayais juste d'aider. Il était seul. Je n'ai rien fait de mal. »« Je sais », répondit l'assistante, les yeux remplis de larmes. « Mais la direction ne veut pas de problème. Je suis vraiment désolée, » dit Lucie d'une voix tremblante. Elle n'avait pas la force de discuter, et lorsqu'elle quitta la pièce, l'hôpital lui sembla plus froid, les couloirs plus longs, les murs plus durs. Elle marchait lentement, sa blouse pliée dans ses bras comme si on la lui avait arrachée. Elle ne regardait personne, elle ne pensait qu'au garçon du lit 12. Elle se demandait s'il lui manquerait sa voix, ses mains, la musique. Dans le vestiaire, elle ouvrit le casier. La photo de Matteo était toujours là. Toujours intacte, elle la regarda comme si le garçon pouvait répondre « Je pense qu'ils m'ont éloigné de toi ». Une fois de plus, elle ferma la porte avec précaution, fit le signe de croix sur sa poitrine et partit avec la dignité de quelqu'un qui sait que, même jugée, elle a fait ce que son cœur lui dictait. Parce qu'aimer quelqu'un qui n'a personne ne devrait jamais être une raison pour être puni. Mais ce jour-là, ça l'était. Lucie est rentrée chez elle sans dire un mot. La clé a tourné dans la serrure avec un bruit sourd, trop familier. La porte a grincé comme d'habitude et l'odeur du couloir s'est mélangée à ce vieux parfum de la maison, un mélange de lavande, de vieux bois et de nostalgie. Elle entra lentement, comme si son corps ne savait plus comment être là.
comme si chaque pas dans le salon foulait un souvenir. Elle traversa la cuisine sans allumer la lumière, descendit le couloir étroit, jusqu'à atteindre la chambre qui n'avait pas été utilisée depuis un an, mais que personne n'avait eu le courage de toucher. La porte de la chambre était entr'ouverte et elle la poussa lentement. La chambre de Matteo était toujours la même. Le lit fait, les livres sur l'étagère, la casquette accrochée à la tête de lit. C'était comme s'il allait revenir à tout moment et dire « Maman, j'ai faim ». Mais il ne reviendrait pas. Lucie s'assit sur le bord du lit. Elle tenait le papier plié dans ses mains, la lettre de suspension, mais elle ne le regardait même plus. Son regard était fixé sur les affaires de son fils, sur ses traces dans la maison, sur le vide qui ne la quittait jamais. Elle passa délicatement sa main sur le drap. C'était le même qu'avant, bleu clair, avec de petits motifs qu'il avait lui-même choisis. Elle ferma les yeux un instant et ressentit à nouveau tout le poids de sa perte, comme si cette année sans lui était revenue avec toute sa force. Seulement, cette nuit-là, le silence était si intense qu'elle pouvait entendre les battements de son cœur. Et pourtant, Matteo parla. « Mon enfant » dit-il doucement. Sa voix se brisa. « Je pense que Dieu m'a confié un autre enfant à élever, et j'ai échoué. » Les larmes montèrent soudainement. Elles coulaient chaudement sur son visage, tombant sur le papier suspendu, maculant l'encre du tampon. Il ne les essuya pas, il les laissa couler, car cette douleur ne sèche pas, elle perdure. « J'ai essayé, mon fils, et je te jure que j'ai essayé. Il était là, seul, perdu. Et je t'ai vu en lui. C'était comme si tu étais revenu juste pour que je puisse faire les choses différemment, tu comprends ?» Il baissa la tête, posa son front sur ses genoux et resta là à pleurer en silence, comme il l'avait fait les premiers mois, comme il le faisait chaque fois qu'il se souvenait du son du téléphone tôt ce matin-là, un an auparavant. « Je voulais juste prendre soin de quelqu'un à nouveau, c'est tout. Aimer quelqu'un qui en avait besoin. Comme j'avais besoin de t'aimer un peu plus, juste un peu plus. » La pièce était sombre et silencieuse. Tout ce qu'on pouvait entendre, c'était sa respiration lourde et saccadée. Et dans ce coin de la maison, dans ce lit où plus personne ne dormait, Lucie sentit son cœur se briser à nouveau. Mais elle savait aussi au fond d'elle-même que cette douleur était la preuve qu'elle était encore capable d'aimer, même si elle était blessée, même si ça faisait mal, parce que ceux qui aiment vraiment continuent d'aimer, même si le monde entier leur dit d'arrêter. Le petit matin tombait lourdement sur l'hôpital. Les couloirs étaient vides. L'horloge indiquait presque 3 heures du matin. Tout était silencieux. Seul le bruit d'un respirateur se faisait entendre au loin, un bip ici, un autre là, et le grincement des brancards qui se déplaçaient lentement. L'équipe de nuit était réduite. Les lumières de la salle d'observation étaient tamisées. Et là, dans le lit 12, l'homme était allongé, immobile. La nouvelle infirmière, jeune, tout juste sortie de l'école, était assise à côté de lui, feuilletant un vieux cahier pour passer le temps. Elle ne connaissait pas encore bien les patients, ni les couloirs de l'hôpital, ni les histoires derrière les noms, ou dans son cas, l'absence de nom. Pour elle, il n'était que le patient numéro 9, sans visage familier, sans dossier, sans personne. Elle se leva pour changer la perfusion quand elle entendit soudain un léger bruit, presque un murmure, comme si le vent parlait. Elle s'arrêta, écouta et pensa qu'elle commençait à avoir sommeil. Elle fit 2 pas de plus vers le lit, et l'entendit à nouveau. Où est la dame qui me parlait de son fils? C'était faible, rauque, prolongé, mais c'était sa voix. Il parlait, il se réveillait. L'infirmière porta la main à sa bouche, surprise, les yeux écarquillés, et courut vers lui. « Monsieur, monsieur, vous m'entendez ?» Il est réveillé, mais il ne répondit pas. Il murmura simplement à nouveau, les yeux toujours fermés, comme s'il parlait dans son sommeil. « Madame Matteo, la musique. » Elle resta là un instant, sans comprendre. « Matteo, la musique ?» « Madame. » La radio qu'elle portait à la ceinture émit un bip, et elle appela les médecins. « Docteur. » Le patient 9 dans le lit 12 a parlé. Il murmure, il est réveillé. Il répond. Quelques minutes plus tard, 2 médecins se précipitèrent avec un technicien. Ils vérifièrent de l'équipement et examinèrent ses signes vitaux. L'un d'eux vérifia ses yeux avec une lampe de poche. Les pupilles réagissent, la respiration s'améliore, la pression est stable. Il réagit. Après tout, il revient, dit l'un des médecins, presque incrédule. Mais personne ne savait pourquoi. Personne ne comprenait ses mots. Seule Lucie pouvait comprendre. Mais elle n'était plus là. Il s'était réveillé en l'appelant, celle à qui il parlait quand il était dans le noir, celle à qui il parlait de son fils, celle qui jouait de la musique, celle qui priait pour lui. Le lendemain matin, l'hôpital s'est réveillé dans une agitation différente. La nouvelle s'est répandue dans les couloirs comme le vent. Le patient inconnu du lit 12 avait réagi.
Après des jours de coma, inconscient, sans nom ni histoire, il avait bougé les lèvres, murmuré des mots et ouvert les yeux pour la première fois depuis l'accident. Les médecins se sont précipités autour du lit avec une hâte qu'on n'avait pas vue depuis des jours. Les techniciens allaient et venaient. L'un réglait le respirateur, un autre notait des chiffres dans le dossier, un troisième vérifiait ses réflexes avec une lampe de poche. Et au milieu de toute cette agitation, personne n'a dit ce que tout le monde savait, mais a fait semblant d'oublier que quelqu'un avait été là tous les jours pour lui tenir la main, lui chanter une chanson, dire une prière. Son état s'améliore régulièrement, a dit le docteur Ethan d'une voix ferme, en montrant le tableau dans le dossier. Son rythme cardiaque s'est stabilisé. Sa réponse neurologique est revenue à la normale. C'était sûrement une combinaison de temps, de soins médicaux et de guérison naturelle. Et les murmures ? Demanda l'une des infirmières. Il parlait de quelqu'un, d'une femme, et d'un nom, Matteo. Des délires, des choses que l'esprit invente lorsqu'il sort d'un traumatisme, répondit le médecin sans lever les yeux. Personne n'osait mentionner Lucie, ni la musique, ni le toucher, ni la prière. C'était comme si elle avait été effacée de l'histoire, même si elle était la seule à avoir cru dès le début qu'il pouvait revenir. Le patient, toujours appelé patient numéro 9, avait les yeux à moitié ouverts. Il ne parlait pas clairement, mais ses yeux semblaient chercher quelque chose, quelqu'un, un visage, une voix. La nouvelle infirmière, encore émue par ce qui s'était passé tôt le matin, a essayé de lui parler. « Bonjour, tu es réveillé, n'est-ce pas? Tu m'entends » Il cligna lentement des yeux, comme pour dire « oui » avec mes yeux. « Tu te souviens de quelque chose? Un nom, un lieu ?» Ses yeux regardèrent le plafond. Sa bouche bougea lentement, puis il murmura « La dame, celle qui parlait de son fils Matteo. » Mais personne ne lui répondit, car dans cette pièce, seule la science existait. Il n'y avait que des protocoles, des manuels, des règles. Personne ne parlait de la foi d'une femme agenouillée sur le sol, priant pour quelqu'un qui n'avait même pas de nom. Personne ne reconnaissait le pouvoir d'une prière faite avec amour, d'un contact humain, d'une présence silencieuse qui restait jusqu'à la dernière seconde. Lucie n'était plus là, et pour l'instant, la seule chose que les journaux disaient était le début d'une récupération neurologique spontanée. Mais ce que personne ne voyait, c'est que le miracle avait déjà eu lieu. Seulement, ils ne savaient pas comment le reconnaître. Un jour, ses yeux s'ouvrirent, encore troubles, encore lourds de sommeil, mais ouverts et vivants. C'était comme si, après des jours passés dans l'obscurité, il recommençait à voir le monde. La pièce lui semblait encore étrange, et les voix lui paraissaient lointaines, comme si elles parlaient sous l'eau. Mais il écoutait et sentait peu à peu qu'il revenait quelque part, même s'il ne savait pas exactement où. La première voix qu'il entendit fut celle d'une infirmière de l'équipe du matin. « Bonjour, vous m'entendez » Il cligna lentement des yeux, essayant de faire le point. Il voulait répondre, mais il avait mal à la gorge et la bouche sèche. Sa tête était lourde, comme s'il portait une pierre dessus. L'infirmière se pencha vers lui avec tendresse. « Tu sais comment tu t'appelles » Silence. Il ferma les yeux, serrant les paupières, comme s'il essayait de faire ressortir le souvenir de force, mais il n'y avait que le noir, aucune image, aucun mot clair. L'infirmière insista. « C'est bon, tu peux prendre ton temps. Tu te souviens d'où tu viens? Du numéro de téléphone de ta famille ?» Il tourna lentement la tête, prit une profonde inspiration, puis murmura « Matteo », dit-il presque dans un souffle. L'infirmière regarda ses collègues, dont l'un était en train de remplir le dossier. L'autre secoua simplement la tête, comme pour dire « Encore un cas typique ». Les délires sont fréquents pendant la convalescence, avait dit le médecin de garde. L'esprit mélange tout. Peut-être avait-il entendu les infirmières parler de quelqu'un dans le couloir. Ça passera. Mais il ne délirait pas. Il se souvenait de sa présence, du doux parfum de son parfum, du son de la musique, du toucher de ses mains. Il ne savait pas qui elle était, ni son nom, ni ce qui s'était passé, mais il se souvenait d'elle, la femme qui se tenait près du lit, qui racontait des histoires, qui pleurait en silence. La femme qu'il appelait « mon fils », sans même connaître son nom. Il a essayé de dire autre chose, mais la fatigue l'a emporté. Ses yeux se refermèrent, mais avant cela, un dernier mot lui échappa. Matteo. Les médecins continuèrent leurs rapports, leurs tests, leurs chiffres, mais son cœur savait déjà qui lui manquait. Même s'il ne se souvenait pas de qui il se souvenait de qui était avec lui quand tout semblait perdu. Et parfois, c'est tout ce qui compte. Lucie n'avait toujours pas la permission de retourner à l'hôpital. Son corps lui disait une chose, mais son cœur la poussait dans une autre direction. Depuis qu'elle avait quitté l'hôpital avec la lettre de suspension en main, quelque chose en elle refusait d'accepter que tout était fini. Elle ne lui avait pas vraiment dit au revoir et elle ne savait pas comment avancer avec ce doute.
Se pouvait-il qu'il se soit réveillé? Était-il encore en vie? Quelqu'un lui tenait-il la main en ce moment même? Elle se rendit donc sur la place. Elle se trouvait juste en face de l'hôpital. Un petit banc en bois légèrement tordu, usé par le temps, se trouvait à l'ombre d'un vieil arbre. Les employés s'y asseyaient pendant leur pause. Les patients y reprenaient à leur souffle et les visiteurs y fumaient en cachette. Les gens y pleuraient sans que personne ne les voie. Maintenant, Lucie était assise là, sans rien d'autre à faire qu'attendre. Elle avait apporté un tissu plié dans son sac juste pour le poser sur le banc avant de s'asseoir. Une vieille habitude. Elle posa son sac sur ses genoux, croisa les bras et fixa l'entrée de l'hôpital comme si elle regardait la maison d'un être cher. Mais là où elle avait été renvoyée, la routine de l'hôpital continuait. Les gens entraient, sortaient, les ambulances arrivaient, les équipes se changeaient. Mais elle n'en faisait plus partie. Seul son cœur était encore là. De temps en temps, quelqu'un qu'elle connaissait passait. Certains lui faisaient signe de loin, d'autres détournaient le regard, mais quelques-uns s'approchaient d'elle, même s'ils ne savaient pas quoi dire. « Tout va bien, Lucie ?» lui demandait un collègue de service. Elle souriait légèrement, toujours avec son calme habituel, sans dramatiser. Elle voulait juste avoir des nouvelles du garçon, celui du lit 12. Il s'était réveillé. Souvent, la réponse était un haussement d'épaule, parfois un « je ne sais pas », d'autres fois juste le silence. Elle remerciait d'un signe de tête et restait là. Les heures passaient. Elle lisait le même petit passage du même livre. Elle buvait lentement à petites gorgées une petite bouteille d'eau. Parfois, elle faisait une petite sieste, la tête posée sur son sac, mais elle ne partait pas. Et là, à l'ombre de la place, tandis que le soleil changeait de position et que le monde continuait de tourner, elle attendait. Le 3e jour consécutif assise sur ce banc public, Lucie n'attendait plus grand-chose. Son corps était endolori, ses yeux étaient rouges de fatigue et son cœur était silencieux. Pourtant, elle restait là. De temps en temps, elle se levait, s'étirait les jambes et regardait vers l'entrée de l'hôpital. Parfois, elle faisait semblant de lire le vieux journal qu'elle avait dans son sac, juste pour que personne ne remarque qu'elle était là par désespoir. Mais elle l'était. C'était presque la fin de l'après-midi quand une silhouette familière s'est approchée. C'était Rosa, une femme de ménage. Une vieille amie de longue date, petite, les cheveux attachés avec des barrettes colorées et un regard doux qui cachait la force de quelqu'un qui en avait vu plus qu'il n'y paraissait. Rosa arriva à grands pas et s'assit à côté de Lucie sans dire un mot dans un premier temps. Les deux femmes restèrent assises là, le regard fixe. « Je t'ai apporté du pain sucré », dit Rosa en sortant un petit sac de son sac à main. « Je sais que tu aimes ça. » Lucie sourit un peu. Elle prit le pain avec gratitude, mais ses yeux ne pouvaient cacher son anxiété. Et le garçon demanda, presque sans voix, « Celui de la chambre 12 ?» Rosa regarda autour d'elle et baissa la voix. « Il va bien, il s'est réveillé. » Il réagit. « Le médecin a dit que c'était un miracle, mais personne ne le dit à voix haute. Tu sais comment c'est. » Lucie serra le sac de pain contre sa poitrine. Elle eut le souffle coupé pendant 1 seconde. Ses yeux se rempliront de larmes. « Il s'est réveillé », répéta-t-elle comme si elle voulait y croire. « Il s'est réveillé. Oui, il est encore un peu confus, mais il est conscient. Il ne parle pas beaucoup, mais il est vivant. » Elles se turent toutes les deux. Lucie a alors posé sa main sur l'épaule de Rosa, la serrant affectueusement. « J'ai un petit mot pour lui. » Rosa l'a regardé avec surprise. Un petit mot. Lucie a hoché la tête avec ce sourire malicieux, de quelqu'un qui sait comment faire ce qu'il faut, même si ce n'est pas autorisé. « Je l'ai écrite de ma propre main. Tu peux la cacher dans la poche de ton tablier et la lui donner. » Les yeux de Rosa s'écarquillèrent, son cœur battait à tout rompre. « Et qu'as-tu écrit ?» Lucie prit une profonde inspiration, la regarda dans les yeux et répondit d'une voix calme et ferme. « La femme qui a prié pour toi t'attend toujours dehors. » Lucie mit sa main sur sa bouche, essayant de retenir ses larmes. Les larmes coulaient comme une rivière. Elle ne dit rien, elle pleurait simplement. Elle pleurait pour tout, pour le soulagement, pour la tristesse, pour la certitude qu'il allait maintenant savoir. Elle savait qu'elle n'était pas partie, qu'elle était toujours là, que cette présence silencieuse qu'il sentait même s'il ne pouvait pas la voir, l'attendait toujours. Rosa la serra dans ses bras. « Je vais tout raconter à la nouvelle infirmière. Elle t'aidera. » L'après-midi tombait lentement sur Marsilia. Le ciel commençait à se peindre de nuances orange et rose entre les bâtiments, et le soleil, déjà fatigué, se cachait derrière les nuages, comme s'il demandait la permission de partir. À l'hôpital, l'ambiance était plus calme que les jours précédents. Les pas n'étaient plus aussi rapides, les équipes se relayaient en silence. Et là, dans la salle de rééducation, un homme se préparait à sortir pour la première fois depuis qu'il avait ouvert les yeux.
Il ne se souvenait toujours pas de tout, mais certaines choses lui revenaient par flash, comme de vieilles photos qui apparaissent petit à petit. Un enfant, une voiture, un coup, puis un visage, une voix douce, un nom qui revenait sans cesse comme un murmure. Matteo. L'infirmière a réglé le fauteuil roulant avec soin. Il était encore faible, mais il pouvait déjà parler par phrases courtes. « Voulez-vous prendre l'air dehors ?» Il a hoché lentement la tête et a dit « Je crois que je m'appelle Santiago ». L'infirmière a été surprise et a voulu courir le dire à quelqu'un, mais elle savait que quelqu'un l'attendait dehors. Alors, viens Santiago. Il s'habituait encore au son de ce nom. C'était son nom, découverte avec effort, avec patience, avec foi. Mais il lui semblait encore étrange dans sa bouche, comme s'il ne s'agissait pas seulement d'un nom, mais du début d'une histoire qu'il avait oublié de vivre. Ils se rendirent dans le jardin. La brise était douce et le parfum des fleurs du petit jardin se mêlait à l'arôme de la ville. Le bruit des voitures au loin semblait très lointain. Santiago ferma les yeux un instant, sentit la chaleur du soleil sur son visage, puis quelque chose attira son attention. De l'autre côté de la rue, sur le banc du parc, une femme était assise, les cheveux tirés en arrière, vêtue simplement, la posture calme. Elle regardait le sol comme si elle attendait sans hâte. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. Le temps semblait s'être arrêté. Il toucha le bras de l'infirmière du bout des doigts, tremblant. « Là », dit-il d'une voix brisée, « c'est elle ». L'infirmière suivit son regard. De l'autre côté de la rue, elle semblait distraite. Elle arrangeait un chiffon sur ses genoux. Elle ne regardait même pas l'hôpital à ce moment-là. Elle était fatiguée. Elle ne savait pas qu'à ce moment précis, les yeux qu'elle désirait le plus voir la regardaient à nouveau. Santiago continua à la regarder, les yeux remplis de larmes, la poitrine serrée, sa mémoire rassemblant des images, des sons, des sentiments. C'est elle, la dame, la musique, Matteo. 2 larmes coulaient lentement sur son visage. C'était un cri silencieux et profond, comme celui de quelqu'un qui retrouve une partie de lui-même qu'il croyait perdue à jamais. Il ne cria pas, il ne l'appela pas, il ne voulait pas l'effrayer, il la regardait simplement et pleurait, car à ce moment-là, sans qu'elle le sache, il était sûr d'une chose. Elle ne l'avait jamais quitté. Et puis soudain, comme si un rayon de soleil perçait l'obscurité en lui, les souvenirs lui revinrent en foule, confus mais forts. D'abord, le son d'un cri, puis le bruit des pneus sur l'asphalte mouillé, un flash et l'image d'un petit enfant debout au milieu de la rue, les yeux grands ouverts, les mains levées comme pour demander de l'aide. Il vit son propre corps courir, se jeter en avant, puis tout devint noir, sa tête lui faisait mal. Il ferma les yeux et posa sa main sur son front. L'infirmière s'approcha de lui, inquiète. « Santiago, ça va ?» Il ne répondit pas. Il était plongé en lui-même, prisonnier de cette mer de souvenirs qui lui revenait avec force. Après l'obscurité, une autre image, une pièce blanche, une odeur d'alcool, une main chaude qui tenait la sienne. Il ne pouvait pas ouvrir les yeux, mais il pouvait tout sentir. Il sentait quelqu'un à côté de lui. Il sentait la paix. Puis une voix douce et ferme, avec un accent charmant, lui murmura à l'oreille « Tu n'es pas seul ». La phrase résonna en lui comme une cloche qui sonne, claire, marquante. « Tu n'es pas seul ». Il ouvrit les yeux, encore embué de larmes, et regarda à nouveau Lucie sur la place. Et tout prit alors son sens. Elle n'était pas seulement une infirmière, elle n'était pas seulement une femme attentionnée. Elle était la voix, la prière, la musique, la chaleur au milieu des ténèbres. Il murmura pour lui-même « Elle m'a sauvé ». L'infirmière à côté de lui, qui ne comprenait pas tout, se contenta de lui serrer doucement l'épaule. Mais Santiago savait. C'était comme si son cœur, bien que brisé, avait trouvé la pièce manquante. À cet instant, sa mémoire lui revint, pas entièrement, mais suffisamment pour se souvenir de quelque chose de plus fort qu'un nom, une adresse, le passé. Rosa avait vu le patient partir et courut dehors elle aussi. Elle s'arrêta devant Lucie, s'essuyant les mains avec un chiffon en coton qu'elle avait dans sa poche. « Lucie, y a-t-il quelqu'un qui veut te voir ?» Lucie leva lentement le visage, surprise. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Seuls ses yeux demandaient « Qui ?» Rosa hocha la tête, indiquant discrètement un côté de la place. Et il était là, Santiago, assis dans un fauteuil roulant, poussé par une infirmière. Il portait une chemise légère, ses yeux étaient toujours enfoncés, mais vivants, très vivants. Le vent ébouriffait ses cheveux, ses mains serrées sur ses jambes, comme s'il se tenait la poitrine pour ne pas tomber. Lucie resta un instant sans voix. Elle se leva lentement, les jambes tremblantes, les yeux déjà remplis de larmes avant même d'avoir fait un pas. Elle s'approcha de lui, sans rien dire, et s'arrêta juste devant lui. Ils se regardèrent pendant quelques secondes, et le temps sembla s'arrêter.
le bruit de la ville disparut. Il n'y avait plus que 2 vies brisées qui se reconnaissaient au milieu du silence. Santiago a essayé de sourire, mais ses lèvres tremblaient. Sa voix était faible, rauque, mais pleine de vérité. « Matteo, c'était ton fils, n'est-ce pas ?» Lucie a juste hoché la tête, les yeux remplis de larmes, la bouche tremblante, essayant de retenir à la fois la douleur et la beauté de ce moment. Il a baissé les yeux, submergé par l'émotion, 2 larmes coulant sur ses joues, puis il a murmuré un mot de gratitude. « Merci de ne pas m'avoir laissé seul. » Elle s'agenouilla à côté de la chaise et prit sa main dans les siennes. « Je t'ai vu même si personne d'autre ne t'a vu, et tu m'as donné l'impression d'avoir retrouvé mon fils, même si ce n'était que pour un instant. » Ils pleurèrent ensemble. Là, sur cette simple place, avec un vieil arbre pour témoin et le ciel déjà plein d'étoiles, 2 personnes que la vie avait blessées se retrouvèrent. Il n'y avait pas de foule, pas d'applaudissements, mais il y avait quelque chose de bien plus grand. L'amour, silencieux, vrai, inexplicable. Et à ce moment-là, tout a pris son sens. Cette nuit-là, après leur retrouvaille silencieuse sur la place, Lucie n'arrivait pas à dormir. Son cœur battait très fort, comme si elle essayait encore de comprendre tout ce qu'elle avait ressenti en le regardant à nouveau dans les yeux. Ces mots résonnaient dans sa tête comme une vieille chanson. « Matteo était ton fils, n'est-ce pas ?» Et ce murmure de gratitude. « Merci de ne pas m'avoir laissé seule. » Mais il y avait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à chasser de son esprit, le nom de Santiago. Elle ne savait pas pourquoi, mais ce nom éveillait quelque chose en elle, comme si elle l'avait déjà entendu, comme s'il cachait une histoire. Tôt le lendemain, elle prit le bus pour se rendre dans un cybercafé du centre-ville. C'était un endroit simple et ancien où elle était déjà allée pour imprimer des documents. Le propriétaire la connaissait et la laissait utiliser l'ordinateur sans la presser. Elle s'assit, prit une profonde inspiration et tapa « Santiago, Mexique, disparu » dans le moteur de recherche. Elle appuya sur « Entrée ». Les résultats commencèrent à s'afficher et, sur la première page, une photo attira son attention. Elle cliqua dessus. Il était là, plus jeune, en costume, debout, à côté d'autres médecins. La légende disait « Le docteur Santiago Aranda, ancien directeur de l'hôpital San Felipe, cardiologue renommé, a disparu il y a quelques mois après une tragédie familiale. » Lucie a senti un frisson la parcourir. Elle a lentement passé sa main sur l'écran, comme si elle voulait toucher son visage. Elle a lu l'article, le cœur lourd. Sa femme et sa fille étaient mortes dans un accident de voiture. Il était en train d'opérer, sauvant un autre patient. Quand il avait quitté la salle d'opération, on lui avait annoncé la nouvelle. Après ça, il avait tout laissé derrière lui et avait disparu. Lucie se pencha en arrière sur sa chaise, essayant de comprendre. L'homme sans nom, celui que personne ne connaissait, celui qui avait sauvé un enfant dans la rue, celui qui avait prononcé le nom de Matteo comme s'il s'agissait d'une prière. C'était lui, le docteur Santiago Aranda, un homme qui prenait soin du cœur des autres et dont le propre cœur était brisé en 1000 morceaux. Lucie posa sa main sur sa poitrine, émue. Tout s'expliquait. Maintenant, son silence, le vide dans son regard, la culpabilité cachée dans sa peau. C'était comme si Dieu avait mis cet homme sur son chemin, ou peut-être elle sur le sien. Et ça a tout changé. Elle n'avait plus aucun doute. Elle allait rester à ses côtés, sans nom. Parce que parfois, quand la vie nous brise en deux, seul l'amour peut recoller les morceaux. Le soleil se cachait déjà derrière les immeubles lorsque Lucie et Santiago se sont retrouvés, cette fois dans un coin plus calme de la place. Elle portait 2 cafés dans un sac en papier et une couverture légère qu'elle avait toujours dans son sac. Le vent commençait à se rafraîchir et ils savaient tous les deux que cette conversation n'allait pas être facile. Ils s'assirent l'un à côté de l'autre sans se presser. Pendant quelques minutes, ils se contentèrent d'observer les allées et venues dans la rue, le bruit lointain des voitures, un enfant qui courait avec une glace, le cri d'un vendeur ambulant qui passait. Tout continuait comme d'habitude, mais en eux, le temps semblait s'être arrêté. Santiago a pris une profonde inspiration. Son regard était fixé sur un point au loin, comme s'il cherchait dans le ciel la force de dire ce qu'il gardait en lui depuis si longtemps. « J'ai disparu », a-t-il commencé à voix basse, non par lâcheté, mais par douleur. Lucie n'a rien dit. Elle s'est juste légèrement tournée vers lui, écoutant le cœur grand ouvert. « J'étais en salle d'opération. Un jeune homme de 24 ans, dans un état grave. J'ai opéré pendant plus de 5 heures. Au milieu de l'opération, ils ont éteint mon téléphone portable. Ils ont dit que c'était mieux ainsi, qu'ils me le diraient plus tard. » Il fit une pause, et ses yeux se remplirent de larmes. Ma femme et ma fille venaient de me chercher. C'était son anniversaire, elle avait 2 ans.
La petite Sophia voulait me voir sortir de l'hôpital, me donner un gâteau surprise, mais la voiture, sa voix se brisa. La voiture a perdu le contrôle dans un virage. Il pleuvait fort, elle s'est renversée. Elles sont toutes les deux mortes. À ce moment-là, Lucie a mis sa main sur sa poitrine. Pas besoin de dire quoi que ce soit. Juste entendre ça, c'était déjà trop dur à supporter. Quand ils me l'ont dit, je n'ai pas pleuré. Pas au début. J'ai juste enlevé ma blouse, quitté l'hôpital, marché sans but et dormi dans la rue pendant des jours. Puis je suis parti, je me suis caché. Personne ne me cherchait plus. C'était comme si j'étais mort avec eux parce que j'en avais l'air. Sauver des vies n'avait plus de sens. À quoi bon sauver quelqu'un si je ne pouvais pas sauver ceux que j'aimais le plus? Elle lui prit la main avec tendresse. Ses yeux étaient aussi remplis de larmes. Ce n'était pas ta faute, Santiago. Tu sauvais une autre vie. C'est aussi de l'amour. Mais ce n'était pas ma famille, dit-il en détournant le visage, les yeux remplis de douleur. Ce n'était pas ma fille qui me demandait d'attendre encore un peu. Ce n'était pas ma femme qui conduisait sous la pluie juste pour me voir. Lucie s'approcha. Sa voix était douce, mais pleine de vérité. Et tu penses qu'il ne serait pas fier? Ne dirait-il pas « Papa, tu as fait ce qu'il fallait ?» Il pleura sans honte, sans crainte, comme un homme qui avait gardé le silence trop longtemps et qui pouvait enfin tout laisser sortir. J'aurais juste aimé que quelqu'un me le dise avant. Je te le dis maintenant et je te le répéterai autant de fois que nécessaire. Tu mérites de vivre, tu as encore beaucoup d'amour à donner. Et regarde-moi, tu m'as déjà donné de l'amour sans t'en rendre compte. Il la regarda, ému. À ce moment-là, deux douleurs différentes se reconnurent. Et ce qui naquit alors était quelque chose qu'aucune tragédie ne pourrait jamais effacer. Car lorsque la douleur trouve du réconfort, elle commence à guérir. Lentement, mais sûrement. C'était une matinée claire, avec un ciel bleu et pur, et l'odeur du pain frais provenant des boulangeries du quartier. Lucie revenait de l'hôpital, où elle était allée chercher d'anciens résultats d'examen de Mathéo, qui y étaient encore conservés. En chemin, elle décida de s'arrêter dans une petite boutique au coin de la rue, près du parc, où elle avait l'habitude de retrouver Santiago. Alors qu'elle choisissait des fruits, elle entendit une femme discuter avec le propriétaire du magasin. Elle parlait avec animation. Avec ce ton fort et affectueux que seules les grands-mères ont, elle racontait quelque chose à propos de son petit-fils et d'un homme qui avait sauvé le garçon au milieu de la rue. Lucie s'arrêta. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Excusez-moi, » dit-elle en s'approchant lentement. « Vous avez dit qu'un jeune homme avait sauvé votre petit-fils » La femme se tourna vers elle. Elle était petite, portait un foulard à fleurs sur la tête et avait le regard vif. Elle lui sourit gentiment. « Oh oui, ma chère, un miracle. C'était il y a quelques semaines. Le garçon a lâché ma main et a couru vers l'avenue. Et cet homme, béni soit-il, s'est jeté devant lui. Il a sauvé mon petit-fils. Il a pris le choc à sa place. » Lucie sentit une boule dans sa gorge. Ses mains tremblaient légèrement. « Avez-vous vu qui c'était ?»« Non, ma chère, tout s'est passé si vite. Quand l'ambulance est arrivée, il était déjà inconscient, sans papier d'identité, sans portefeuille, un ange sans nom. » Lucie a pris une profonde inspiration. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Je me suis occupé de lui tous les jours. Il s'appelle Santiago. La femme a mis sa main devant sa bouche, surprise. Santiago. C'est donc son nom? Lucie a hoché la tête, émue. Il se remet petit à petit, mais il n'a jamais su qui était l'enfant, ni si sa famille allait bien. La femme a serré fort la main de Lucie. Mon petit-fils va très bien grâce à lui. Il a donné sa vie si nécessaire et est parti sans attendre les applaudissements, sans même se retourner. Cet homme est un vrai héros. Lucie a souri à travers ses larmes. Il ne se sent pas comme un héros. Il porte une telle douleur qu'il a oublié son propre courage. Alors, s'il te plaît, dis-lui que nous ne l'oublierons jamais. Jamais. Lucie quitta les lieux le cœur rempli et l'âme émue, car elle avait désormais une nouvelle mission. Dire à Santiago que même s'il était perdu, même s'il était blessé, il avait fait quelque chose que personne n'avait vu, mais que le ciel avait vu. Et l'amour qu'il avait donné, bien qu'anonyme, avait déjà sauvé plus d'une vie, y compris la sienne. C'était un matin comme les autres, un de ces jours où le ciel hésite entre le soleil et les nuages, que tout commença à changer. L'histoire de cet homme sans nom qui s'était jeté devant une voiture pour sauver un enfant a commencé à circuler. D'abord dans un petit article dans un journal local, puis quelqu'un l'a partagé sur les réseaux sociaux. En un rien de temps, elle était partout, à la radio, à la télévision, sur Internet. Les gens ont commencé à parler du médecin héros. Le reportage disait qu'il était resté inconscient pendant des semaines, sans identité, sans personne à ses côtés, à part une infirmière qui avait été suspendue pour avoir prié à ses côtés. Il parlait du miracle, des soins silencieux,
de la larme qu'il avait versée quand elle était partie et de leur rencontre dans le parc. Quand Santiago a appris tout ça, il n'a voulu parler à personne. Il n'aimait pas être sous les feux de la rampe. Il ne se considérait pas comme un héros, encore moins comme un exemple. Il est resté silencieux, mais le monde, lui, n'a pas gardé le silence. Un de ses patients, un homme riche qui avait été sauvé par Santiago des années auparavant, a vu les informations à la télévision et a reconnu son visage. Le jour même, il a contacté l'administration de l'hôpital et a découvert dans quel hôpital il se trouvait. Il a envoyé des fleurs, une lettre et un don généreux accompagné d'un message. « Vous m'avez donné 20 ans de vie supplémentaire, docteur. Maintenant, je veux vous rendre l'appareil. Utilisez cela comme bon vous semble avec toute ma gratitude, Carlos Esteban. » Santiago a tenu la lettre entre ses mains pendant des heures. Il l'a lue et relue. Silence. Il ne savait pas quoi faire d'une telle somme. Elle pouvait changer la vie de nombreuses personnes, mais il ne pensait plus à lui-même. Son corps souffrait encore, mais c'était son âme qui souffrait le plus. Il a donc demandé à ce que Lucie soit appelée à l'hôpital. Un après-midi, alors qu'elle l'aidait à marcher dans le parc de l'hôpital, ils se sont arrêtés sous le même arbre où il l'avait vue pour la première fois depuis son fauteuil roulant. « Lucie, j'ai reçu un don de quelqu'un que j'ai sauvé dans le passé. » Elle l'a regardé avec surprise. « C'est génial, Santiago, tu le mérites. » Il a secoué la tête, le visage sérieux. « Ce n'est pas pour moi. Je veux te le donner. » Elle était surprise. « Comment ?» Il prit une profonde inspiration, ému. « Aide cet enfant que j'ai sauvé et plus que ça. Construis quelque chose de beau, quelque chose qui donne un sens à tout ça, à mon silence, à ta prière, à la douleur que je porte, à l'amour que tu m'as donné. » Même si je ne me souvenais pas qui j'étais, Lucie ne pouvait rien dire. Ses yeux se remplirent de larmes, son cœur se serra. Elle lui serra la main avec force. « Tu es sûr ? » ?»« Oui. À partir de maintenant, je veux que chaque vie touchée par ce geste soit aussi une façon de te remercier de ne pas m'avoir laissé mourir seule. » Elle acquiesça, le cœur brisé mais plein d'espoir. Et à ce moment-là, sans musique, sans prière à voix haute, sans témoin, un nouveau miracle commença à se produire. Le miracle de la gratitude, qui est souvent ce qui allume la dernière étincelle dans un cœur sombre. Et c'est ainsi que l'espoir est revenu. Des mois se sont écoulés depuis le geste de Santiago. Le don généreux qu'il a fait avec un cœur ouvert n'est pas resté dans une banque, ni n'est devenu une simple formalité administrative. Lucie savait exactement quoi faire de cet argent, de cette foi, de cette douleur et de cet amour qui vivait encore en elle. C'est là, sur un simple terrain dans la vieille ville, où une crèche avait autrefois fonctionné, que la clinique Matteo a vu le jour. Elle n'a même pas eu à réfléchir longtemps au nom. C'était pour lui, pour son fils, pour ce sourire qui vivait encore sur la photo dans le placard de l'hôpital. Matteo était la raison, le symbole et l'âme de cet endroit. L'idée était claire, accueillir et prendre soin de ceux dont personne ne s'occupait. Ouvrir les portes aux personnes âgées abandonnées, aux personnes sans famille, aux patients oubliés par leurs proches et par la chance, aux personnes qui, comme Santiago, n'avaient plus un jour de nom ni de destination. La clinique s'est développée petit à petit, avec l'aide de bénévoles, de médecins touchés par l'histoire qui voulaient donner quelque chose en retour. C'était simple, mais plein de chaleur. Chaque chambre était peinte dans des couleurs douces, avec des fleurs aux fenêtres et des photos de famille accrochées au mur, même si elles étaient empruntées. Mais la pièce principale était différente. C'était la première qu'ils avaient aménagée. Elle se trouve au bout du couloir, face au jardin où le soleil brille tous les après-midi. Sur la porte, il y a une petite pancarte faite à la main. Lit 12. Là, Lucie a placé un fauteuil à côté du lit, une petite radio qui diffusait de la musique douce, une étagère avec des livres et toujours une bougie allumée, même pendant la journée, même quand il n'y avait personne. Car selon elle, cet endroit ne devait plus jamais être plongé dans l'obscurité. Et chaque soir, avant de partir, Lucie entre dans le lit 12, s'assoit dans le fauteuil, ferme les yeux et prie. Elle prie pour ceux qui sont décédés, pour ceux qui arrivent et pour ceux qui ne savent pas encore qu'ils seront aimés ici. Elle tient la bougie dans ses mains et murmure doucement. Personne ici ne mourra seul, personne ne sera juste un numéro, personne ne sera oublié. Et dans cette chambre toute simple, qui sent les bandages et le café, c'est comme si le temps s'était à nouveau arrêté, comme si chaque prière atteignait le ciel, comme si Matteo, Santiago et tant d'autres qu'elle portait dans son cœur étaient là aussi. Parce que la clinique Matteo n'est pas seulement un lieu de soins, c'est un foyer d'amour, un refuge pour les âmes, un endroit où le silence est respecté et où la foi ne sera plus jamais considérée comme une erreur. Quand Lucie a reçu l'enveloppe avec les armoiries de l'hôpital, son cœur s'est serré. Elle savait déjà ce que c'était avant de l'ouvrir.
Ses mains étaient moites, son corps tremblait légèrement. Cette marque, cette institution était l'endroit où sa vie avait changé, où elle avait pris soin, où elle avait aimé, où elle avait perdu, où elle avait été punie pour avoir eu la foi. Elle a ouvert l'enveloppe lentement. À l'intérieur se trouvait une courte lettre formelle, une invitation à un hommage public signé par la nouvelle direction. Elle resta là un moment, fixant le papier en silence. Tout son passé lui revint à l'esprit. La chaise à côté du lit 12, les prières murmurées, le moment où elle avait été suspendue, tout. Et maintenant, il voulait qu'elle revienne, qu'elle monte sur scène, qu'elle écoute les applaudissements. Lucie ne voulait pas. Son âme souffrait encore. Mais ce qui la pesait le plus, c'était ce qu'elle avait entendu de Rosa le lendemain. Les gens ne veulent plus y aller, Lucie. Ils disent que c'est un endroit sans cœur. Ils te défendent sur les réseaux sociaux, dans des groupes. Ils disent que c'est un hôpital qui ne respecte pas la foi, qu'il a emporté la seule personne qui se souciait vraiment d'eux. Lucie prit une profonde inspiration. Elle pensa à ces gens, à ces patients qui avaient besoin de soins, mais qui avaient peur d'être traités comme des numéros. Et puis elle a décidé, j'irai, mais pas pour eux. J'irai pour ceux qui croient encore que l'amour et la foi ne font de mal à personne. Le jour de l'hommage, l'auditorium était plein. Des médecins, des infirmières, d'anciens patients, des journalistes, des gens de la ville. Tout le monde voulait voir la femme qui avait prié pour un inconnu et changé le destin de 2 vies. Lucie a lentement gravi les marches de la scène, vêtue de la même blouse blanche qu'elle avait gardée tout ce temps. Elle a remonté l'allée la tête haute, mais les yeux remplis de larmes. Sur scène, le nouveau directeur tenait le micro. Sa voix tremblait. Il y a près d'1 an, cet hôpital a commis une erreur. Une erreur qui ne peut être effacée par des mots, des fleurs ou des hommages. Nous avons réduit la foi au silence, ignoré l'amour et repoussé celle qui apportait le plus d'espoir. Il fit une pause. L'auditorium devint silencieux. Lucie Marquez, notre plus grande erreur a été de vous faire taire. À ce moment-là, le public se leva. Une ovation debout, longue, bruyante, des gens qui pleuraient, des gens qui criaient son nom. Elle resta immobile, la main sur le cœur, laissant couler ses larmes. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle leva simplement les yeux vers le ciel comme elle le faisait toujours et murmura en elle-même « Matteo, as-tu vu cela ?» Cet après-midi-là, le ciel semblait fatigué, avec des nuages bas, un vent froid et l'odeur de la pluie qui promettait d'arriver lentement. Lucie était à la clinique Matteo, en train d'organiser des boîtes de dons lorsque le téléphone sonna. À l'autre bout du fil, il y avait une voix familière mais incertaine. « Lucie, c'est Rosa. C'est à propos de Santiago. Il est de retour à l'hôpital. Il ne va pas bien. » Son monde s'arrêta un instant. Elle laissa tout en plan, attrapa son manteau et se rendit directement à l'hôpital. Le même hôpital où tout avait commencé. Cette fois-ci, personne ne l'empêcha d'entrer. Elle marcha dans les couloirs sans regarder sur les côtés, le cœur battant à tout rompre. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle le sentait. Lorsqu'elle arriva dans la chambre, elle le trouva là, pâle, allongé, les yeux fermés, respirant doucement. Un homme qui avait déjà vécu beaucoup de choses. Maintenant, il se battait avec le peu de force qui lui restait. Elle s'est approchée lentement, s'est assise à côté du lit et lui a pris la main comme elle l'avait déjà fait auparavant. « Santiago, c'est moi. » Il a ouvert les yeux lentement. Un faible sourire est apparu sur ses lèvres sèches. « Lucie, ma lumière. » Elle s'est rapprochée. « Que se passe-t-il » Il a pris une profonde inspiration avec difficulté. « L'accident a affaibli mon cœur plus qu'il ne le pensait. J'étais déjà fatigué avant. Maintenant, je m'éteins lentement et je n'ai pas pu oublier ma femme et ma fille un seul jour. Je ne peux pas vivre sans elles. » Lucie lui serra la main, les yeux remplis de larmes. « Mais il y a la chirurgie. Il y a une chance. On peut essayer, Santiago. Il y a de bons médecins. Il y a la foi. Tu peux aider d'autres personnes en mémoire de ta famille. » Il sourit tristement. « L'opération est très risquée. Ils me l'ont dit. Et pour être honnête, je ne veux plus. Il est temps de se reposer. » Elle a ravalé ses larmes. Elle voulait dire quelque chose, mais elle est restée silencieuse. Elle l'a laissé parler. « Je respire, mais je ne vis pas. Je ressens leur absence tous les jours. Un vide qui ne se comble jamais. Jamais. » Lucie a fermé les yeux, a posé son front sur sa main, et des larmes ont coulé silencieusement. « Mais ensuite, tu es apparu, continua-t-il, et tu m'as fait ressentir quelque chose que je croyais perdu. L'amour, l'attention, la présence. Tu m'as pris la main alors que je ne voulais plus m'accrocher à rien.
Elle leva le visage, les larmes coulant sur ses joues. « Et tu as sauvé une vie. Et tu as sauvé la mienne aussi, Santiago. Tu m'as donné une nouvelle raison de continuer. » Il lui caressa doucement le visage du bout des doigts. « Alors on est quitte, mon infirmière têtue. Tu m'as rappelé qu'il vaut toujours la peine d'aimer, même si ton cœur est brisé. » Lucie l'enlaça avec précaution, tendrement, avec tout l'amour qui restait dans sa poitrine. Dans cette chambre, à ce moment précis, 2 cœurs brisés s'étreignirent sans promesse, sans avenir sûr, seulement le présent. Un présent rempli d'amour, de douleur et de gratitude. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour continuer, même lorsque le corps veut s'arrêter. C'est dans le calme du petit matin que Santiago, n'ayant plus la force de sortir du lit, demanda une faveur au jeune infirmier qui était avec lui. D'une voix faible mais assurée, il demanda « Pouvez-vous prendre ce téléphone portable et enregistrer une vidéo pour moi ?» Le jeune homme, surpris, acquiesça, prit le téléphone portable avec précaution, le plaça sur un support improvisé sur la table de chevet et appuya sur le bouton d'enregistrement. Puis, il a quitté la chambre, laissant la porte entr'ouverte. Santiago a remonté la couverture jusqu'à sa taille, les yeux fatigués mais vifs, la bouche sèche mais ferme. Il a regardé la caméra comme s'il regardait un vieil ami et a commencé à parler. « Lucie, si tu regardes ça, c'est parce que je suis parti. Je sais que tu vas pleurer, que tu vas être en colère contre moi. Tu penses peut-être que j'ai abandonné, mais ce n'est pas le cas. Je pars parce que mon âme ne peut plus rester, mais ce que tu as semé en moi continuera. » Il fit une pause. Il prit une profonde inspiration. Avec effort, sa poitrine se souleva lentement, de plus en plus lentement. « Tu m'as trouvé alors que je ne me souvenais plus qui j'étais. Et malgré cela, tu es resté à mes côtés. Tu m'as traité comme une personne. Tu m'as donné un nom, de l'affection, une prière. Et même après tout ce que j'ai perdu, tu m'as fait sentir que je pouvais encore donner de l'amour. » Santiago ferma les yeux un instant. Et lorsqu'il les rouvrit, des larmes coulaient. « Lucie, mon dernier souhait, ma dernière demande est simple. Prends soin des gens comme tu as pris soin de moi. Continue à faire fonctionner la clinique. Continue à allumer cette bougie. Continue à tenir la main de ceux qui n'ont personne. » Sa voix s'est brisée. Il a essayé de sourire, mais c'était un sourire triste. Ne laisse personne mourir seul. Lucie, plus jamais. Parce que mourir est déjà assez dur. Mourir sans personne, c'est un vide que je ne souhaiterais à personne. Il a regardé la caméra une fois de plus, le regard plus calme, comme s'il avait enfin fait la paix avec tout. « Je t'aime, Lucie, pas comme dans les romans, mais comme quelqu'un qui te doit la vie. Merci de ne pas m'avoir quitté quand j'étais perdu. Maintenant, je vais me reposer, mais continue à vivre pour moi, pour eux, pour nous. » La vidéo se termine lentement, avec lui qui regarde en silence, respirant doucement, jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Dans ce court message, Santiago a laissé plus que des mots. Il a laissé un héritage, celui que l'amour est la mission ultime de chaque être humain, et c'est Lucie qui lui a appris ça. Les funérailles ont été simples, mais belles. Pas de veillée funèbre fastueuse, pas de couronne géante, pas de longs discours. Santiago ne voulait rien de tout cela. Il l'avait clairement fait savoir. « Je veux juste la paix, et que personne ne pleure pour moi avec tristesse. Si vous pleurez, que ce soit par amour. » Lucie est arrivée tôt. Elle portait une simple robe noire, ses cheveux tirés en arrière comme toujours, et autour du cou, le collier avec la photo de Matteo. Ses yeux étaient fatigués mais déterminés. Elle tenait dans ses mains une enveloppe jaunie sur laquelle son nom était écrit à la main. C'était son écriture. Son cœur savait déjà ce qui allait arriver, mais rien ne l'avait préparé à ce qu'elle allait lire. Après que le cercueil eut été descendu dans la terre, en présence de quelques membres de la famille et de quelques visages de la clinique, le silence régnait. Puis, d'une voix tremblante, Lucie ouvrit l'enveloppe et commença à lire à haute voix. Lucie fit une pause, prit une profonde inspiration et continua. « Si tu lis ceci, c'est parce que mon cœur était vraiment fatigué. Mais avant de partir, j'avais besoin de te dire que tu m'as sauvé. Et ce n'était pas avec des médicaments ou une opération, c'était avec la foi, avec ta présence, avec l'amour. » Ses yeux étaient déjà remplis de larmes, mais elle continua. « Tu as prié pour moi alors que je ne le méritais pas. Tu étais à mes côtés alors que je ne savais même pas qui j'étais. Et tu as cru en moi alors que je ne me souvenais plus pourquoi je vivais. La foi qui t'a fait sortir de cet hôpital est la même foi qui m'a ramené. » Lucie s'est arrêtée un instant, a levé les yeux vers le ciel nuageux et a repris sa lecture d'une voix plus forte. « La foi qui t'a fait sortir est la même foi qui m'a ramené. » Tout le monde était silencieux. Certains pleuraient discrètement, d'autres regardaient simplement le sol, émus par ce qu'ils entendaient. Elle continua à lire. « Maintenant, priez pour ceux qui restent,
car il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont besoin d'une Lucie. Et c'est pourquoi je vous ai laissé tout ce que j'avais par l'intermédiaire de mon avocat. Mes amis vont vous aider, de l'argent, du soutien, tout ce dont tu as besoin pour devenir médecin, parce que le monde a besoin de médecins avec une âme d'infirmière, et tu as la plus belle âme que j'ai jamais connue. » Lucie ne pouvait plus parler. Ses mains tremblaient, sa poitrine lui faisait mal. Elle plia soigneusement la lettre, la serra contre sa poitrine et pleura. Et là, dans ce cimetière silencieux, l'amour s'est exprimé une dernière fois. Santiago n'a pas seulement laissé des souvenirs, il a laissé un cadeau, une nouvelle opportunité, un espoir qui ne meurt jamais, car même après sa mort, il continuait à prendre soin d'elle. Et maintenant, c'était elle qui allait continuer à prendre soin des autres. Pour lui, pour Matteo, pour tous ceux qui avaient été abandonnés. Le temps a passé, pas beaucoup, mais suffisamment pour transformer la nostalgie en force et la douleur en détermination. La clinique Matteo, née d'une promesse silencieuse, était maintenant un lieu plein de vie, un espace où les couloirs ne sentaient pas seulement le désinfectant, mais aussi le café fraîchement moulu, les fleurs offertes, les gâteaux préparés par les voisins et les rires légers. Oui, les rires, car même ceux qui partaient pouvaient y sourire. Lucie n'était plus seulement la femme assise sur le banc de la place, ni l'infirmière licenciée pour avoir prié. Elle était désormais le cœur de la clinique. Et dans chaque mur peint de couleurs apaisantes, dans chaque drap plié avec amour, il y avait un petit bout d'elle et de Santiago. La clinique s'agrandissait petit à petit, une pièce supplémentaire ici, une salle de kinésithérapie là, et avec la construction venaient les gens, des gens ordinaires avec des histoires similaires, des enfants qui étaient partis, des familles qui avaient disparu, des voix que personne n'écoutait plus. Mais là-bas, tout le monde était accueilli avec quelque chose qui n'était pas sur le papier. Avec amour, chaque nouveau patient était accueilli comme Santiago l'avait été autrefois, avec une musique douce en fond sonore, une main qui le touchait calmement, quelqu'un qui lui murmurait « Vous n'êtes pas seul ». Lucie avait enseigné cela à tout le monde. Chaque infirmière, chaque jeune médecin bénévole qui arrivait entendait la même chose. Ici, la médecine commence par regarder et se termine par écouter. Ici, on s'occupe d'abord avec notre cœur, puis avec notre équipement. Et ils ont vite appris. Certains des médecins qui sont arrivés étaient des étudiants de Santiago, des jeunes qui l'admiraient depuis ses débuts à l'hôpital. Ils sont venus non seulement pour lui, mais aussi parce qu'ils avaient entendu parler de la femme qui l'avait fait sourire à nouveau et voulaient en faire partie. Au centre de la clinique, il y avait une petite étagère avec des photos. Au milieu, il y avait une photo du docteur Santiago Aranda souriant à côté de Matteo dans un montage réalisé par Lucie. En dessous, une phrase était brodée sur un simple tissu « Que personne ne meure seul ». La bougie du lit 12 était toujours allumée, même quand il était vide. C'était le symbole de tout ça, de la foi qui restait inébranlable, même si on essayait de l'éteindre. Et quand on demandait à Lucie comment tout avait commencé, elle souriait avec un regard lointain et répondait avec une main crispée, une prière murmurée et un cœur qui savait encore aimer, même s'il était brisé. La clinique Matteo n'était pas seulement un bâtiment, c'était un héritage vivant, chaleureux et humain, un endroit où même la mort était traitée avec respect et où la vie était célébrée avec espoir. Le temps passait comme pour tout le monde, lentement pour certains, rapidement pour d'autres, mais pour Lucie, il passait doucement. Ses cheveux étaient désormais beaucoup plus blancs, son visage plein d'histoire, mais ses yeux, ses yeux étaient restés les mêmes, fixes, doux, pleins de présence. Elle était désormais médecin, oui, un médecin qualifié, respecté et aimé de tous, mais elle n'avait jamais cessé de s'occuper des gens comme une infirmière. Elle s'asseyait sur le bord du lit, écoutant plus qu'elle ne parlait. Elle prenait les mains de ses patients sans hâte et, avant de dire au revoir, elle fermait toujours les yeux pendant 1 seconde. Personne ne savait jamais ce qu'elle disait à ces moments-là. Il savait seulement qu'après, tout semblait plus calme. Ce matin-là, la lumière filtrait doucement à travers les fenêtres de la clinique Matteo. Ça sentait le pain qui cuisait dans la cuisine. Un patient riait bruyamment avec un bénévole. Et assise dans la salle des archives, Lucie remplissait des papiers, le collier de Matteo autour du cou. Comme toujours, c'est à ce moment-là qu'une nouvelle infirmière, très jeune, encore en formation, s'approcha timidement, les yeux curieux et une question cachée dans son cœur. « Docteur Lucie, je peux te poser une question ?» Lucie leva les yeux, sourit et acquiesça. « Croyez-vous vraiment que la prière change les choses ?» Il y eut un doux silence. Un petit oiseau chantait à la fenêtre. Lucie fixa le vide pendant un moment, comme si elle remontait le temps. Puis, sans se presser, elle porta la main à son collier.
serra la photo de Matteo entre ses doigts et répondit « Je ne sais pas si cela change le monde, mon enfant, mais cela change l'âme de ceux qui écoutent. » La jeune femme resta immobile, pensive, et Lucie ajouta, avec un regard qui transcendait les générations, « Un jour, j'ai prié pour un homme que personne ne connaissait, et seul lui et Dieu m'ont entendu. Mais cette prière nous a sauvés tous les deux. » La jeune fille sourit, émue, sans tout comprendre, mais en ressentant tout. Et Lucie est retournée à ses papiers, le cœur apaisé, car en fin de compte, c'est ainsi que ça se passe. On pense sauver les autres, mais souvent, c'est nous qui sommes sauvés sans le savoir, par l'amour, par la foi, par notre présence et par toutes ces choses que la science ne peut encore expliquer, mais que le cœur comprend très bien. Que ferais-tu si tu étais dans cette situation ? Y a-t-il de la place pour la prière dans les couloirs des hôpitaux ? Partage tes réflexions dans les commentaires, aime la vidéo et abonne-toi pour découvrir d'autres histoires vraies comme celle-ci.